Bonjour et bienvenue sur le podcast Venu d'ailleurs, le podcast où nous parlons de la recherche en astronomie et astrophysique. La saison 1 portait sur la recherche de vie ailleurs et une deuxième saison au thème pour le moment secret est en préparation. En parallèle de ces saisons plus cadrées, nous vous proposons des épisodes bonus qui ne répondent pas à un format particulier. C'est le cas de l'épisode du jour. Nous sommes Lucie Lebouleux et Franck Celsis, et pour cet épisode bonus, nous accueillons Michel Mayor, probablement l'un des astrophysiciens les plus célèbres aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, chercheur à l'Observatoire de Genève, il a découvert avec Didier Queloz en 1995 la première planète autour d'une autre étoile, le premier monde exoplanétaire 51 Pégasi b, et ils ont reçu tous les deux en 2019 le prix Nobel de physique pour cette incroyable découverte. Bienvenue dans le Mayor des mondes. Au cours de cet épisode, nous allons bien entendu parler de cette découverte. Mais une vie de recherche ne se résume pas à un prix, aussi prestigieux soit-il, et nous aborderons sa recherche avant et après cet événement, l'impact qu'il a eu sur sa carrière, et nous discuterons aussi de sa vision de la recherche en astronomie. Donc, bienvenue Michel dans ce podcast. Peut-être pour commencer, avant d'entrer dans le dur de cette découverte et des exoplanètes, à quoi était dédiée ta recherche avant la découverte de 51 Pégasi b? Est-ce que tu faisais la chasse aux exoplanètes déjà depuis longtemps ou est-ce que tu t'étais mobilisé sur d'autres sujets d'astrophysique? Bonjour Franck, bonjour Lucie. D'abord, c'est un plaisir. Et comment dire, je vais vous esquisser un peu mon parcours. Et une chose qui me frappe toujours dans ce parcours, c'est ce qui est pas prévu dès le départ. En fait, je n'ai jamais rêvé de découvrir des planètes. Ce n'est vu que graduellement, par suite de heureuses décisions. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait des études de physique théorique à l'Université de Lausanne. Et puis dans les années 60, c'était une époque où il était relativement aisé de trouver une place de thèse. Et donc, à un moment donné, comme j'ai terminé mon diplôme, eh bien, il y avait une annonce qui offrait une position de fait à l'Observatoire de Genève pour faire un travail de thèse. Et je suis venu donner un coup d'œil, ça m'a plu, et ça a été le début de mon travail en astrophysique. Alors, ma thèse, c'était quoi? Eh bien, c'était une question liée à la structure des galaxies spirales. Donc, vous avez déjà vu ces belles photos des galaxies avec deux grands bras spiraux, etc. Et on ne connaissait pas avant comment expliquer la formation de ces structures qui a à peu près 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Quel est le phénomène physique capable de créer des belles images comme ça? Début des années 60, deux physiciens chinois-américains, Frank Shu et Lin, ont proposé le mécanisme correct qui était ce qu'on appelle des ondes de densité. C'est des ondes du potentiel, des déformations du potentiel qui permettent d'expliquer la formation de ces. Évidemment, à partir de là, il y avait des tas de travaux qui pouvaient en découler. Et c'est là que j'ai pu choisir mon sujet de thèse. J'ai regardé quelle était la modification des vitesses d'étoiles qui passent autour du Soleil. En gros, l'onde de densité est faite que ça va défléchir le flux des étoiles. Et donc, est-ce qu'on était capable de mesurer, détecter ce flux? Donc, c'était la première indication de chercher à mesurer la vitesse des étoiles. Tiens, on voit déjà quelque chose qui va se pointer sur le futur. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout lié à des planètes, c'était simplement voir les variations du mouvement des étoiles liées à la structure spirale de notre galaxie. Voilà, ça c'est le premier démarrage en astrophysique. Je fais ce travail, c'est purement théorique, et à la fin, je me dis, est-ce qu'on peut le détecter? Est-ce qu'il est possible de détecter ce changement du flux des étoiles, donc mesurer la vitesse des étoiles? Et là, le deuxième hasard, je vais à une conférence à Cambridge, en Angleterre, et durant la pause café, on nous offre la possibilité de faire le tour des coupoles. Et là, les théoriciens, alors ils ont vraiment, c'est pas leur tasse de thé. Et néanmoins, j'y vais et j'entre dans une coupole d'un télescope de 1 mètre et il y a M. Roger Griffin qui est en train de bricoler une nouvelle technique pour mesurer les vitesses d'étoiles. Et pour moi, c'est le coup de foudre. C'est vraiment, je me dis, c'est exactement ce qu'il faut faire parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que faire un spectre d'étoiles sur une émulsion photographique, c'était long,
c'était inefficace, c'était peu précis et donc j'avais absolument pas envie de faire ça. Et là, tout d'un coup, je découvre cette technique dite de corrélation, c'est-à-dire qu'on essaye de construire une méthode qui va synthétiser, mesurer globalement les effets Doppler de milliers de rayons dans l'espace stellaire. Et donc, ça devient une efficacité incroyable, d'autant plus qu'on n'utilise plus une plaque photo, mais un détecteur photoélectrique. Et alors là, je rentre à l'Observatoire de Genève après la conférence et j'étais à la fin de ma thèse et je dis au directeur de l'époque: «J'aimerais construire une telle machine avec des moyens bien meilleurs que ce que mon collègue anglais avait». Et là, évidemment, éclat de rire du directeur parce que quand un théoricien dit qu'il veut construire une machine, évidemment, c'était pas la démarche habituelle et néanmoins, il me dit: «Bah, allez-y» et c'est comme ça que démarre l'aventure, mais j'avais quand même des doutes. Je me disais: «Ça paraît trop beau». Et je suis reparti à Cambridge pendant un mois pour voir réellement, dans la réalité de la coupole et de l'analyse des données, si c'était aussi miraculeux que ça et j'ai été convaincu et je suis rentré à Genève et ça a été le démarrage de la construction de cette machine. Pas tout à fait. J'étais un théoricien. J'avais des notions d'optique comme n'importe quel de physicien, mais je n'étais pas un instrumentaliste et donc quand on ouvre un livre d'optique, on se dit: «Ah fabuleux, ce montage optique, c'est exactement ce qu'il me faut». Puis on prend le deuxième chapitre, puis c'est exactement la même chose: «Ah fabuleux» et à la fin du livre, on ne sait pas lequel choisir. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Et donc il y avait un instrumentaliste français, André Barrane, qui était un remarquable opticien et instrumentaliste. Je l'avais jamais rencontré. Je prends rendez-vous avec lui, je lui explique mon histoire. L'idée était simplement de lui dire d'espérer un conseil, quel type de montage optique il fallait adopter et André me dit: «Fabuleux, je ne veux pas te donner ce conseil, mais je le fais moi-même». Enfin, je le fais moi-même, on le fait ensemble. Lui, il faisait l'optique, moi je faisais le reste de la machine et donc c'est comme ça que ça démarre. C'était une belle époque où on n'avait pas besoin de signer des mémorandums. Comment dire? C'était simplement voilà, on travaillait ensemble et c'était le début d'une aventure de plusieurs dizaines d'années où on a travaillé ensemble avec André et lui est arrivé avec un certain nombre de concepts géniaux qui permettaient de mesurer simultanément un énorme domaine spectral pour pouvoir collecter toute l'information Doppler de milliers de rayons et en utilisant aussi un montage optique qu'il avait inventé, le montage dit à pupille blanche, et cetera. Et ça, c'est le démarrage dans les années 70, 1971-72. On lance ça, mais peut-être, je vais lancer une petite pointe à ce moment-là. Il nous faut de l'argent pour développer ça et donc on doit développer notre projet, on l'envoie aux instances adéquates qui estiment que c'est pas intéressant et refusent l'argent. Alors heureusement, aussi bien André que moi, on avait des fonds de tiroir et on a démarré quand même la construction contre l'avis des instances supérieures. Et après, eh bien, heureusement, ils nous ont aidés. Ça s'est bien terminé. Mais c'était le besoin de ce type d'instrumentation n'était pas nécessairement perçu déjà à ce moment-là. Alors là, je crois que c'est une chose qui est importante à dire. Comment dire? André Barrane, un jeune électronicien avec nous, Poncet et moi, on fait ça. C'est seulement que la pointe de l'iceberg. Il faut voir qu'il y a au moins 10 personnes qui sont cachées, des informaticiens, des mécaniciens, et cetera. Ça, c'est la première machine, Corabel. Première machine à corrélation, vitesse obtenue par corrélation. Et ça a été un plaisir fou pendant des dizaines d'années de regarder la vitesse des étoiles dans les amas globulaires, la vitesse des étoiles dans la galaxie, la rotation des étoiles. On s'est un peu perdu, hein. C'était tellement facile. Le gain était de plus de 4000 par rapport à la technique photographique. Donc évidemment, on avait un peu d'ivresse par rapport à cette facilité. Et je t'interromps juste, pour ça, ce spectro, il était monté sur quel télescope? Corabel, ce premier spectrographe à corrélation, était monté sur le télescope de 1 mètre de l'Observatoire de Haute-Provence. D'accord, donc c'était déjà une histoire avec, l'OHP. Oui, exactement. Et là, l'idée, on avait tout de suite décidé d'en faire 2 et d'en mettre un deuxième dans l'hémisphère sud. Donc, juste 1 année ou 2 après, on installait un deuxième Coravel sur le 1,50 m danois au Chili.
Donc on a travaillé pendant très, très longtemps avec ces 2 instruments qui nous ont convaincus, je dirais, pour moi, du miracle de la corrélation croisée. Alors c'est un peu technique, hein, tout ça, mais comment dire? Ça nous permettait de combiner, de concentrer l'information pour obtenir la composition chimique, la vitesse des étoiles, la rotation des étoiles, le champ magnétique des étoiles. Voilà, c'était vraiment le coup de foudre. Et alors maintenant, la deuxième étape, c'est la fin des années 80. Le directeur de l'Observatoire de Haute-Provence, Philippe Véron, voulait une machine pour les vitesses radiales comme Coravelle, mais adaptée au télescope de 2 mètres de l'Observatoire de Haute-Provence. Et il demande à Baran et à moi: «Est-ce que vous êtes capable, ça vous intéresserait de faire une telle machine?» Évidemment, on ne se fait pas dire 2 fois une telle proposition et c'est le début de l'opération Élodie, qui est la construction de spectrographes qui donnera quelques années plus tard la découverte de la première planète. Alors voilà, ça c'est de nouveau. Alors là, on bénéficie de tous les progrès de la technologie s'est passé sur 15-20 ans, à savoir des fibres optiques. Alors je ne vais pas expliquer pourquoi, mais c'est critique. Les CCD de grande dimension, les détecteurs électroniques de type CCD, aussi absolument critiques. Voilà, ça c'était les deux pas qui, sans vouloir expliquer ici, ont été critiques, qui ont permis d'augmenter la précision de la mesure. Avec Coravelle, on arrivait à peu près à 300 mètres par seconde. Et avec Élodie, on arrive tout d'un coup à l'ordre de 10 mètres par seconde. Donc, quand vous changez de machine et que vous gagnez un facteur 30 d'un coup, tout d'un coup, qu'est-ce que vous vous dites? On ne va pas continuer à faire le même genre de mesures qu'on a fait depuis 15 ans. Quel est le sujet qui mérite d'avoir une telle précision? Et j'étais allé dans les Alpes françaises à une conférence dans les années 90 qui était la conférence de bioastronomie, série de conférences qui était organisée par l'UAI en exobiologie. Et là, je vais là-bas et je découvre ce monde des gens qui cherchent les planètes dans le but de chercher de la vie. Bon, voilà, à l'époque, c'était encore, on n'avait pas du tout notre machine, mais au moment où on a la machine qui arrive avec la précision de 10 mètres par seconde, évidemment, on se dit, voilà, maintenant, c'est ça qu'on va chercher. Et voilà, ça, c'est le deuxième grand virage, tout d'un coup, de se dire, voilà, on cherche des planètes. Ce n'était pas encore la vie, on cherchait des planètes, hein, déjà. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le domaine de la recherche des planètes, ce n'était pas un sujet du tout qui était à la mode. Peut-être même, je vais refaire un petit retour encore en arrière. Il faut réaliser que la première moitié du XXe siècle, les astronomes pensaient qu'on était le seul système exoplanétaire dans toute la galaxie. Donc, 200 milliards d'étoiles et nous sommes les seuls à avoir un système avec des planètes. Et ça, c'était basé évidemment sur une hypothèse erronée, à savoir que depuis quand est Laplace, pour former des planètes, on avait compris qu'il fallait un disque, une nébuleuse qui tourne, qui forme toutes les planètes dans le même sens de rotation et dans le même disque, etc. Et au début du XXe siècle, on avait une hypothèse, une théorie pour former cette nébuleuse qui était erronée. On pensait qu'il fallait la collision de 2 étoiles ou la quasi-collision de 2 étoiles qui arrache une partie de l'enveloppe de l'une des étoiles qui forme un disque. Et ce phénomène-là, eh bien, il est improbable. Quand on dit improbable, c'est-à-dire 200 milliards d'étoiles qui se promènent, qui pendant plusieurs milliards d'années, et ça n'arrive jamais. D'où la conclusion erronée du début du XXe siècle, eh bien, on est seul dans la galaxie. Et tout d'un coup, les idées changent au milieu du siècle, et entre autres avec une petite lettre d'un astronome russe-américain, Otto Struve. C'est même pas un article, c'est juste une lettre. Il dit, comment dire, lors de l'effondrement d'un nuage de gaz qui va former des nouvelles générations d'étoiles, il y a toujours de la turbulence tellement forte que ça va faire qu'au moment de la contraction, il y aura toujours un excès de moment angulaire et cet excès de moment angulaire va faire que les étoiles tournent toujours très, très vite. Et lui mesure des vitesses de rotation d'étoiles
Donc là, de nouveau, rien à voir avec des planètes. Il mesure la rotation des étoiles et elles tournent lentement. Les étoiles, comme le Soleil est plus bas, sont des rotateurs lents. Et il fait la bonne réflexion et dit où est passé le moment angulaire pour former un disque, une nébuleuse, qui va donner la naissance à des planètes. D'où les idées changent complètement en 1952 et on dit au contraire, il doit y en avoir une quantité dans la galaxie. Quand on dit une quantité, plus ou moins, on imagine que toutes les étoiles doivent avoir des systèmes planétaires. Changement majeur des idées à ce moment-là. Alors après, ces nébuleuses, est-ce qu'on a été capable de les découvrir? Alors, dans les années 70, les gens commencent l'astronomie infrarouge et ils découvrent que les étoiles jeunes émettent toujours trop de rayonnement infrarouge et c'est justement ces nébuleuses. Donc, on découvre d'une manière indirecte l'existence dans le domaine chromatique, on découvre ces nébuleuses. Et puis après, on va un cran plus loin. C'est en 95 où le télescope Hubble image des étoiles jeunes devant la nébuleuse d'Orion, des étoiles jeunes qui viennent de sortir de la nébuleuse et il voit justement ces nébuleuses en négatif puisqu'elles bloquent la lumière de la nébuleuse derrière. Donc, c'était totalement vérifié l'existence de la formation de ces nébuleuses. Il faut voir que l'intérêt pour la recherche réelle des planètes n'a commencé que dans les années 70-80. Les gens se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait les découvrir? S'il y en a vraiment beaucoup, comment est-ce qu'on va les découvrir? Et on savait très évidemment que le rapport de luminosité entre l'étoile et la planète est tellement gigantesque qu'on ne peut pas facilement imager la planète. D'où des méthodes indirectes. Et dans les années 80, 70-80, des tas de groupes commencent à développer des nouvelles techniques pour mesurer précisément les vitesses. Au moins une dizaine de techniques différentes sont proposées et il n'y en a que 2 qui émergent, qui sont réellement utilisées. D'une part, le groupe des Canadiens, puis après Marcy, qui est donc d'insérer un gaz absorbant devant le spectrographe, et la méthode que l'on met en place avec André Baran, à savoir la méthode de corrélation où on concentre l'information. Voilà, c'est juste pour dire que c'est assez étonnant d'imaginer que quand je suis né, ou quand, ça, eh bien, on pensait qu'il n'y avait pas de planète, pas d'autres planètes, système planétaire dans la galaxie. C'est assez étonnant parce que l'imagerie populaire était déjà très riche dans le domaine. La science-fiction, il y avait déjà une riche littérature de science-fiction, mais qui n'était pas du tout celle des astronomes à cette époque-là. Et c'est beau parce qu'on voit au cours d'une carrière, toutes les découvertes qui ont été faites et à quel point le gap, en termes d'informations, scientifiques est énorme. Enfin, moi, je trouve ça très beau. Et du reste, quand on démarre la mesure en 94 avec le nouveau spectrographe Elodie pour chercher des planètes, il faut voir que la compétition à l'échelle mondiale est très faible. Actuellement, il y a un énorme intérêt pour les exoplanètes, mais à l'époque, il y avait 4 groupes de 2 personnes à l'échelle totale. Il y avait les précurseurs, 2 Canadiens, Campbell et Walker, qui ont commencé au début des années 80 sur le télescope de 3,60 m à Hawaï, CFHT. Après, il y a Marcy, 85 à peu près. Il y a aussi un groupe de Texans, et puis Baran et moi. Et après Queloz, évidemment, qui est venu comme astronome, qui a collaboré à ce travail. Mais c'était incroyablement secondaire. Et même, je lisais un article de revue de Gordon Walker qui parlait de ses débuts. Il disait qu'il avait énormément de peine à convaincre le comité des programmes de lui octroyer 6 à 8 nuits par année sur le télescope qu'il utilisait à Hawaï. Donc, c'était même une lutte pour lui d'obtenir du temps de télescope. Et si vous avez que 6 nuits par année pour découvrir un phénomène périodique, c'est pas très facile. Donc, ça explique en fait peut-être pourquoi il n'a pas été le premier à en découvrir. Alors j'ai quand même une question,
quand on se lance comme ça, quand on se dit: «Bon, on commence à avoir une précision assez folle, hein, de l'ordre de 10 mètres par seconde sur la vitesse des étoiles», donc on approche de la vitesse de quelqu'un qui court, Oui, quelqu'un de rapide quand même. un vélomoteur. Mais néanmoins, si on se base sur le système solaire, cette précision-là n'est pas suffisante et surtout il faut des bases de temps, si on veut accéder aux planètes géantes comme Jupiter, très longues. Donc quand on est à la fin des années 80, au début des années 90 avec cette précision-là, quel type d'objet vous cherchez, vous imaginez pouvoir trouver à ce moment-là? Bon, si on regarde évidemment le système solaire, Jupiter induit un mouvement réflexe du Soleil de l'ordre de 10 mètres par seconde. Donc, avec une période évidemment aussi de l'ordre de plus de 10 ans. Saturne induit une variation de la vitesse du Soleil de 3 mètres par seconde sur 30 ans. Donc, et toutes les autres planètes, évidemment, c'est encore bien plus faible. Donc, l'idée est tout de suite de rêver de découvrir une planète de plus de 10 ans de période et de l'ordre de 10 mètres par seconde. Et alors là, c'est aussi le, comment dire, il ne faut pas écouter les théoriciens. Comment dire, à l'époque, le scénario pour la formation des planètes géantes prédisait, en accord avec ce qu'on observe dans le système solaire, qu'elle ne pouvait avoir une période que plus grande que 10 ans. Pourquoi? Parce que pour former une planète aussi massive que Jupiter, il faut agglomérer des grains de glace, d'abord de silicates ou de métaux, mais il n'y en a pas assez, donc il faut agglomérer de la glace. La glace n'existe que loin de l'étoile, donc on espère la formation de planètes géantes que assez loin des étoiles, donc avec des périodes plus grandes que 10 ans. Et encore, en début 95, donc exactement quand nous, on commençait à travailler dans le domaine, eh bien, il y a un papier très célèbre d'un de nos collègues, Alan Boss, qui établit que la méthode des vitesses radiales n'est pas la technique adéquate pour chercher des planètes. Voilà. Donc, c'est toute, je dirais, la merveille de la science, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces influences positives, négatives, financières ou autres, et puis d'évolution des idées. Et donc, quand nous, on démarre notre programme avec Didier à mars-avril 94, en fait, l'ambiance n'était pas du tout favorable. Marcy avait donné un premier résultat de ces mesures et après plusieurs années, presque 10 ans de mesures, le résultat, il n'y a pas de planète comme Jupiter autour des étoiles de type solaire. Et il l'avait fait, des mesures très sérieuses. C'était la même conclusion aussi qui était apportée par le groupe des Canadiens, Walker et Campbell. Il n'y a pas de planète détectable autour des planètes solaires. Et alors, ironie, nous, ce qui avait de bien sympathique à ce moment-là, c'est qu'on l'avait déjà détectée, elle était déjà là. On n'en parlait pas parce on voulait d'abord confirmer, mais puisque les premières signatures qui avaient une planète périodique autour de 51 Pégase, eh bien, c'était en janvier-février 95. Donc, c'était juste au moment où on y croyait le moins, quoi, comme ça. Et simplement, alors là, peut-être on peut revenir en arrière sur l'histoire de ce qui s'est passé, c'est qu'on a ces variations. Il faut être peut-être plus général que ça. Parmi notre échantillon, qui était de 142 étoiles comme le Soleil, eh bien, il y en avait une bonne poignée, une dizaine, qui montraient des variations tout à fait de l'ordre de grandeur intéressant. Mais l'immense majorité, c'était dû à des variations non périodiques liées à l'activité magnétique des étoiles. Et il y en a une qui passe au travers, au contraire, 51 Pégase, une étoile de magnitude 5,5, donc à la limite de ce que l'œil peut voir, eh bien, elle semble être périodique. Ça veut dire quoi? Le résultat de l'influence de la planète qui tourne autour, la vitesse de l'étoile change de l'ordre de 50 mètres par seconde périodiquement tous les 3,2 jours. Alors, on n'avait pas tellement de mesures, hein, à ce moment-là. On n'avait que 12 mesures la première saison. 12 mesures, 6 paramètres libres, OK, mais il y a du bruit. Est-ce que vraiment vous mettez votre main à couper que c'est vraiment une planète? Surtout que
la théorie vous dit que la période doit être de plus de 10 ans. Il y a des accords de facteur 1000 avec la théorie. Donc on se dit: «On va peut-être être un peu prudent» et donc on a attendu la saison suivante quand 51 Pégase réapparaît dans le ciel. On était très fébrile la première semaine de juillet 95 à l'OHP et on voit que l'étoile suit exactement la même éphéméride que les premières mesures faites la l'année d'avant. C'est-à-dire quoi? Même amplitude, même période, même phase. Et donc, si c'était un effet magnétique, on sait que les taches solaires autour du Soleil, enfin dans l'atmosphère du Soleil, eh bien, elles migrent vers l'équateur, la période change, l'amplitude change, la phase change. Donc, ça nous permettait d'éliminer, je dirais, la plus ennuyeuse des hypothèses sur la variation des vitesses d'une étoile. Et donc, c'est à ce moment-là seulement, en juillet 95, qu'on dit: «On y croit». Oui, comment dire? Ça, c'est la meilleure hypothèse que l'on fait, que l'on imagine, avec toujours un tout petit doute, hein. On se dit, comment dire? Est-ce que vraiment, quand on a un désaccord d'un facteur 1000, on dit: «Est-ce il nous semble que tout est bien, mais est-ce que vraiment?» Et là, on rédige le papier, on le soumet à Nature, fin août. Et il y avait une conférence à Florence en début octobre 95. On avait quand même envie d'en parler, d'autant plus qu'il y avait une session, une panel discussion, une discussion ouverte. C'était pas vraiment une session normale pour parler de la recherche des planètes. Et donc, on se dit, c'est quand même ça serait intéressant de le faire. Je demande à l'éditeur de Nature, est-ce que vous avez des premiers retours des référies? Il me dit, je vous rappelle les règles de Nature, vous n'avez pas le droit d'en parler à aucun journaliste, mais évidemment, à des collègues, vous avez le droit d'en parler. Bon, dans une conférence scientifique, c'est des collègues, et donc j'ai présenté ce résultat le 6 octobre à Florence, et dès ce moment-là, c'était la folie. C'est-à-dire que, comment dire, tous les journaux américains, européens, et cetera, tout le monde voulait avoir des commentaires, et moi, je respectais l'embargo, à ça, je ne leur répondais pas. Et justement, à ce moment-là, tu disais plutôt qu'il y avait pas vraiment de compétition parce que personne, enfin, il y avait pas beaucoup, d'instruments et c'était la découverte était pas vraiment prévue. À quel moment est-ce que tu as réalisé l'importance de cette découverte, le fait que vous étiez en train de faire cette découverte et l'impact qu'elle allait avoir? Le fait qu'il fallait garder un embargo et cetera? Si on a soumis notre, travail à Nature, c'est qu'on était comme convaincus que c'était un travail intéressant parce qu'autrement on l'aurait pas soumis à Nature. Mais en amont, au moment, de la prise de données, les données ressemblent aux 12 premières. Non, à ce moment-là, il y avait, je dirais, un intérêt technique. Est-ce que vraiment, comment dire, notre machine est fiable? Est-ce qu'il y a pas on mesurait des étoiles à côté pour voir si elle montrait rien au même moment, enfin et cetera. Enfin, donc on était, je pense, pas mal, obsédés par la crédibilité, la qualité de la mesure. Je pense que c'était ça notre souci principal à ce moment-là. Peut-être ça, je peux rebondir sur un autre aspect. De temps en temps, on m'a demandé quel était le moment le plus fascinant, le plus enthousiasmant dans votre travail de chercheur. Évidemment, le journaliste qui pose cette question, il espère entendre que c'est quand on a découvert la planète. Ah ben non, je dirais que le moment le plus enthousiasmant, c'est lors de la première lumière d'un instrument. Je comprends. Imaginez, par exemple, je pense surtout au deuxième instrument qu'on a, Quand il troisième. marche. Oui, quand il marche. ARPS, quand on le met en service sur un télescope de 3,60 m au Chili, il y a 10 à 12 personnes qui ont travaillé pendant 3 ans, toutes les disciplines, informaticiens, et cetera. Vous le mettez à une date donnée au foyer du télescope, comme ça, et tout d'un coup, ça marche. Vous mesurez la vitesse de l'étoile, vous obtenez un chiffre, vous répétez la même mesure juste quelques minutes après pour voir, et c'est le même chiffre à 1 mètre/seconde près. C'est plus 10 mètres par seconde, c'est à 1 mètre par seconde. Et je dirais que c'est cette sorte de joie collective qui, pour moi, est la plus fantastique. Alors évidemment que pour répondre à ta question, évidemment qu'après, il y avait ce mélange de doute et puis d'excitation parce que tout d'un coup, les médias
réagissait d'une manière folle à l'échelle mondiale, avec toutes les stupidités qu'on peut imaginer qui étaient à l'époque, parce que c'était un sujet qui était peu présent. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui habitent comme ça? Bon, et on se rappelle que l'atmosphère de 51 Pégase, elle a plus de 1000 degrés Kelvin, hein, donc et cetera. Enfin, il y avait toutes les dérives possibles. Et c'était une question d'ailleurs qui était importante pour toi au moment de la découverte. Est-ce que tu t'es posé la question de la vie, peut-être ailleurs et cetera? Ou c'était vraiment, travailler sur les exoplanètes, faire cette découverte en particulier, c'était suffisamment impressionnant pour ne pas avoir à se poser la question de l'habitabilité et cetera? L'habitabilité et la notion de vie est venue nettement après. Parce qu'au moment de la découverte de 51 Pégase, une étoile géante, gazeuse, à 4 jours de période, plus de 1000 degrés dans l'atmosphère, ça n'appelait pas tellement à des réflexions au niveau de la vie, comme ça. Par contre, c'est clair que graduellement, avec la découverte, le développement de spectrographes de plus en plus sensibles, et entre autres HARPS qui arrivait tout d'un coup à 1 mètre par seconde, eh bien, immédiatement, ça appelait la question de la présence de vie. Alors moi, je me posais une question, au moment de cette observation, des étoiles binaires à quelques jours de période, on sait que ça existe. On sait qu'il peut y avoir un rapport de masse assez important entre 2 étoiles binaires. On peut en avoir une solaire et une beaucoup plus petite. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit: «C'est quand même probablement pas une,» parce que pour ceux qui nous écoutent, savent peut-être pas, quand on observe ces variations périodiques de vitesse, l'information qu'on a sur la masse de l'objet qui vient, perturber gravitationnellement l'étoile, c'est projeté sur l'axe de visée. Donc en fait, on a une limite inférieure sur la masse, mais si, la planète ou le candidat planétaire orbite dans le plan du ciel, ce signal peut devenir, très faible et pourrait paraître celui d'une planète ou d'une petite planète. Donc comment vous avez appréhendé, comment vous avez manipulé ces concepts-là, au moment de cette découverte? Qu'est-ce qui fait que et ce qui vous a donné raison, puisque maintenant on y reviendra, on sait vraiment, que c'est une planète géante, qui vous a amené à penser que non, on pouvait éliminer le cas d'une étoile binaire, ou d'une naine brune, ou de quelque chose comme ça? Oui, ça, c'était une des hypothèses à la base du doute. Est-ce que le plan orbital est presque perpendiculaire à la ligne de visée et donc on sous-estime la masse réelle du compagnon? Alors, il y a d'abord un argument statistique, mais ça vaut ce que ça vaut, à savoir que la probabilité de vie est très faible. Il y a très peu d'étoiles qui ont un système double qui est presque perpendiculaire à nous. On peut faire un peu de géométrie, on peut pour s'en convaincre. L'autre chose, alors, imaginons qu'il y ait 2 étoiles de 4 jours de période dont le compagnon soit pas si léger que ça. Par exemple, un dixième, comme ça. À ce moment-là, ça veut dire que la vitesse de rotation de l'étoile serait perturbée par ce compagnon. Il y aurait synchronisation de l'atmosphère de l'étoile avec cette période orbitale. Est-ce une étoile comme le Soleil qui tourne sur elle-même en 4 jours va avoir des effets magnétiques majeurs avec émission de rayons X. Et en fait, déjà avant la publication du papier, en parallèle, on avait fait avec un collègue de Hawaï des mesures de l'émission X de 51 Pégase pour éliminer ce problème-là. Donc en fait, s'il y avait eu un compagnon proche, eh bien, on aurait dû s'attendre à une extrême activité chromosphérique dans cette étoile-là et au contraire, 51 Pégase est connue pour être une étoile bien calme. Oui et alors ça c'est génial, ça montre en fait tout l'arsenal de moyens qu'on a pour, tester des hypothèses, et c'est ça qui est très beau. Alors tu disais tout à l'heure que 51 Peg faisait partie d'un échantillon de 140 étoiles. On sait aujourd'hui a posteriori avec de nombreuses observations, bien que ce soit les premières à avoir été détectées, ces Jupiters, chauds, ces Jupiters à très courte période, ils sont pas si fréquents et on en trouve, autour de moins d'une étoile sur 100, d'étoiles type solaire, hein, qui étaient les étoiles que vous cibliez à l'époque, donc plutôt une sur 200. Donc finalement, c'était un bon nombre, ces 140, pour arriver à trouver un Jupiter Saut. Il aurait mieux valu en avoir un peu plus, mais vous vous êtes débrouillé avec 140, mais a posteriori, c'est intéressant, de voir ça.
C'est tout à fait juste. Maintenant, on a fait des surveys gigantesques pendant 5 ans avec 100 nuits par année sur le 3,60 m de la CIA. On a suivi des centaines d'étoiles et on a découvert même des très bonnes estimations statistiques. Donc, c'est de l'ordre du pourcent des Jupiters chauds. Donc, c'est des objets rares. Mais évidemment, c'est les premiers qui apparaissaient parce que c'est les plus faciles. Comme ça. Et dans ce sens-là, la taille de l'échantillon, qui était grand, à 140, a joué en notre faveur. Et là, peut-être, je veux faire un petit retour en arrière. Campbell et Walker, eux, avaient pris une hypothèse de travail différente. Ils se disaient, il doit y avoir toujours, ou très, très, très fréquemment, des planètes comme Jupiter autour des étoiles de type solaire. Donc, il faut mieux mesurer peu d'étoiles, mais beaucoup, avec beaucoup de mesures, pour les découvrir. Nous, on a été imbibés par une autre hypothèse, à savoir qu'on cherchait aussi bien des naines brunes que des planètes géantes. Et l'idée à l'époque que les naines brunes pouvaient être rares. Donc, pour trouver une naine brune, il fallait avoir un grand échantillon et que seulement 10 ans après apparaîtraient les planètes. Donc, en fait, on se disait, non, il faut en avoir une belle statistique dès le début. Et voilà, donc ça, c'est un peu le côté de quelle stratégie de mesure on adopte et laquelle est la plus gagnante, la meilleure et tout. Bon, on a joué le bon cheval. Et donc c'était quand même un changement de domaine pour toi. Est-ce que ça a eu un impact, vraiment un gros virage dans ta recherche, cette découverte? Forcément, ce sujet était devenu tellement excitant que en janvier 96, donc juste après l'annonce, on a contacté l'INSU pour doubler la mise du temps d'observation. C'est-à-dire qu'on a dit, l'Observatoire de Haute-Provence a une carte à jouer avec Élodie, ce qui à l'époque était considéré comme un temps incroyable. C'est-à-dire que c'était pas habituel de donner le quart du télescope pour un programme. Et donc, à ce moment-là, la direction de l'INSU a été d'accord. Et donc, durant le début printemps 96, on démarre avec un échantillon encore plus grand parce que ce sujet devenait extrêmement intéressant. Et évidemment, pour moi, ça a eu des influences directes. C'est-à-dire tous les programmes anciens qui n'étaient pas nécessairement terminés ont été abandonnés au profit des exoplanètes, quoi, c'est vrai. On en a quantisé un petit peu, mais comment dire? C'est vrai que c'était excitant. Et alors là, peut-être on peut rebondir sur un point, quel était l'esprit de la compétition? Alors, d'abord peut-être, on va faire une autre remarque. Imaginez qu'on ait découvert 51 Pégase et qu'il n'y en ait pas eu une autre qui ait été découverte, qu'il n'y ait eu aucune autre découverte. On n'en parlerait plus. Ce serait une bizarrerie du ciel et Astrophysique. puis c'est tout, ça n'aurait aucun intérêt. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 96, donc 4 mois, 5 mois après l'annonce qu'on a fait, le groupe de Marcy arrivait avec l'annonce de 2 planètes au mi-janvier 96. Et tout d'un coup, elles étaient aussi à courte période, pas aussi courte, mais enfin, il y en avait une de 100 et quelques jours, et cetera. Donc tout d'un coup, ça arrivait. Et à ce moment-là, il y a une certaine course qui a commencé entre les Américains, enfin le groupe de Californie et puis nous. C'est-à-dire tout d'un coup, ça devenait un sujet chaud. Comment dire? Il y avait nettement une compétition entre les deux groupes, aussi un peu avec les gens du Texas et comme ça. Et donc après ça a suivi. Le printemps 96 a vu l'arrivée de plusieurs objets intéressant, 55 Cancri, 47 Huma, et cetera et tout. Il y a une époque où je savais tous les noms, maintenant je peux plus, hein. Avec les plus de 5000, j'arrive plus à me rappeler. Mais comment dire? Personne n'y arrive, je crois. Donc ça a été tout d'un coup, on passait d'une bizarrerie à un domaine. Et là, c'était absolument incroyable, le nombre de groupes qui commençaient aussi à s'investir dans le domaine. Alors juste une remarque, tu parles bien sûr de l'effet qu'a eu cette découverte sur ta recherche. On a un peu discuté dans un épisode précédent, je crois que c'était le 5e avec Xavier Delphos et Claire Moutou, de l'impact qu'avait eu votre découverte sur, nos carrières, nos vies, notre recherche et on avait tous, une anecdote, en fait, là-dessus et ça a effectivement réorienté, pour moi c'est évident, hein, puisque
Moi, j'ai commencé ma thèse, en octobre 95. Oui, et Ah ouais, c'est Ah oui. bon timing. j'étais au courant de la découverte depuis l'été, car votre équipe avait contacté, mon équipe à Bordeaux, en fait, pour la question de qu'est-ce que pourrait être la composition chimique d'une géante gazeuse aussi proche de son étoile, et comme c'était pendant l'été, bah, je me suis retrouvé à faire des calculs d'équilibre chimique, de méthane versus monoxyde de carbone. Voilà, et donc ça m'a donné moi aussi un attirail, des arguments pour réorienter ma thèse qui aurait dû être sur Titan vers les exoplanètes, et bah, Claire a aussi une anecdote pareille, Xavier aussi, Donc ça a eu un impact sur la communauté et sur toi spécifiquement? et sur nos vies en fait aussi, puisque forcément nos carrières jouent sur, l'endroit où on va travailler, sur les gens qu'on côtoie, donc oui, c'est quelque chose de fondamental. Ça doit être un peu une certaine pression, hein, mais c'est pas quelque chose que tu contrôles, donc Non, mais comment dire? Je dirais c'est que assez extraordinaire. oui, pour moi aussi, c'est comme une grande joie de voir, tout en particulier les groupes de Grenoble avec qui je travaillais déjà avant sur les étoiles doubles. Parce qu'à l'époque, je cherchais l'interférométrie de Speckle qui était avec les gens de Grenoble pour chercher les compagnons très faibles, et cetera. Non, non, c'est vrai, et d'avoir vu la reconversion de beaucoup de ces jeunes collègues, ça a été pour moi une chose extrêmement, ouais, que j'apprécie, disons, Mmh. et en plus, ça se prolonge d'une autre manière. Il y a quelques mois, je reçois un message électronique d'un jeune Chinois. Il me dit: «J'avais 10 ans quand il y a eu l'annonce de la découverte de la planète. Je me suis dit: "Je veux devenir astronome"» et il dit: «Maintenant, je le suis». Ah! Comment dire? C'est merveilleux, hein, Oui, c'est oui, comment dire? oui, 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 Je oui. le Ouais, connais ça. pas je le connais pas par ailleurs, ce monsieur. Alors Lucie, pour me narguer, me dit dans les commentaires du chat là, me dit: «Moi, en 95, je commençais à apprendre à faire des coloriages». Voilà, elle me mais Mais quelque part, ça a aussi eu un impact forcément. sur ma vie et sur ma carrière parce que moi, les exoplanètes, c'est bon, c'était admis, on arrivait même à en imager et c'est quoi la suite? Et c'est là que ma thèse a été construite, quoi, comme celle d'autres personnes. Et aussi une chose qui pour moi, ouais, quand on est adolescent, il y a une certaine fascination pour la physique théorique et comment dire? On a un biais cognitif, comment dire? Il y a les théoriciens, il y a les instrumentalistes, il y a les et cetera, comme ça. Moi, j'ai fait la transition de théoricien à instrumentaliste ou observateur et tout, et comment dire? L'énorme joie que j'ai eue. Quand on construit un appareil qui marche, c'est tellement génial, c'est tellement génial. Comment dire? Ouais, pour alors je ne renonce pas, je renie pas la théorie qui a son côté, de son élégance et de ce qu'elle peut avoir de côté presque d'incroyable sur le cerveau quand on comprend comme ça, mais l'instrumentation aussi, et puis quand même, elle apporte beaucoup, hein. Merci, je suis d'accord. Et je pense que ton profil en fait, qui est oui, qui est assez exceptionnel, hein, d'aller de la théorie vers l'instrumentation. Moi, si j'essaie de construire un instrument, ça va être un peu n'importe quoi, je pense. Ce que je veux dire, c'est que quand on voit souvent ce type de profil dans vraiment les instruments qui ont changé des choses. C'est-à-dire, on voit souvent des théoriciens qui se sont investis dans l'instrumentation au cœur de choses qui ont été vraiment, qui ont transformé le domaine. Quand ça reste un peu séparé au sein des laboratoires, au sein des communautés, bien sûr, bah, je dirais, c'est le mode normal, mais j'ai toujours l'impression que quand il y a quelqu'un qui est vraiment à l'interface et qui comprend les enjeux des 2 côtés, c'est souvent quelque chose qui booste beaucoup, beaucoup, beaucoup la réussite et la définition du projet d'observation, la définition de l'instrument. Alors que quand ça il y a relâche un peu entre les 2, ben, les 2 vivent un peu leur vie indépendamment, et ça donne pas toujours les mêmes choses. Je ne sais pas si tu as ce ressenti-là? Moi, j'ai eu l'impression dans les projets qui ont vraiment donné des grandes choses qu'il y a souvent eu, quelqu'un d'investi sur les deux versants, en fait, de la chose. On s'aperçoit avec la détection des ondes gravitationnelles, Par exemple. ces théoriciens de la relativité générale la plus robuste, la coalescence de trous noirs et cetera, qui à un moment donné ont été les
les gens qui ont stimulé le développement instrumental comment dire? Nous, on est des gamins à côté Ah de oui, oui, la c'est un truc précision. prodigieux. C'est incroyable Oui ça. et du coup, on avait des gens qui faisaient de la relativité générale de fou et qui sont allés sur des questions de bruit, de caractérisation du Exactement, ouais. bruit, Oui. que des gens comme Thorne ou d'autres qui sont allés vraiment dans des choses, très, 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 très techniques et qui a donné, oui, une des réalisations les plus spectaculaires, de l'instrumentation. Alors si on revient sur, justement les débuts, ces débuts un peu compétitifs avec, une poignée d'exoplanètes, toutes des Jupiters chauds. Je me souviens très, très bien en 1997, je crois que c'était dans Science. Alors je ne sais pas si l'article était dans Science, mais il était commenté dans la revue Science. Il y a cet astrophysicien qui s'appelle David Gray, qui propose une sorte de test pour identifier parmi les exoplanètes, celles qui sont vraiment des planètes, de celles qui seraient encore peut-être un artefact d'activité stellaire, qu'il appelle le bisecteur, enfin, peu importe et il affirme en 97 que 51 Peg serait en fait, 51 Peg B, son signal pourrait être un artefact plutôt qu'une véritable planète et bien sûr dans ce milieu compétitif où la plupart des autres planètes, sinon toutes, sont plutôt, américaines, ça a fait du bruit et je voulais savoir comment tu l'avais vécu ça à l'époque? Est-ce que ça vous a, insinué un doute ou vous étiez vraiment suffisamment sûr de votre mesure? Alors, avant la publication du papier de David Gray, Mmh. qui donc, pour rappeler peut-être ce qui s'est Oui, passé, oui, oui. il avait cru trouver des indicateurs dans le spectre qui montraient que c'était une pulsation de l'étoile et non pas une planète. C'est clair que si c'est une planète, le spectre, il ne change pas de forme. Il change de position, mais pas de forme. Lui, il voyait des changements de forme des raies spectrales. Alors, moi, je n'étais pas référé, mais Nature m'envoie le papier à titre d'information avant publication. Et c'était le jour avant où je partais pour l'Australie, pour une conférence, plutôt sur les étoiles doubles, des choses comme ça. Et là, comment dire, évidemment, on dort mal. Pendant un jour ou 2, on se dit: «Tiens, est-ce que» voilà et en arrivant, j'ai la possibilité à cette conférence d'entrer en contact avec Christensen Dasgard, qui est un des grands des pulsations d'étoiles et à ce moment-là, je lui pose la question et la réponse est: «Non, ce n'est pas possible. Gray ne peut pas avoir raison parce que pour que ce soit vrai, il faudrait que ce soit un mode de gravité d'une étoile de type solaire. Il y a eu des satellites qui ont été lancés pour les détecter dans le système solaire. On ne peut pas les détecter. Ces ondes de gravité ne passent pas à travers la zone convective. En plus, pour avoir un mode de gravité qui se signale par une amplitude de 50 et quelques mètres secondes à la surface, il faudrait que ce soit un mode énorme et c'est un mode où il y a 114 oscillations depuis le centre et comment vous allez exciter 114 et pas 115 et 116 quand c'est un mode aussi puissant que ça? Et donc la réponse était des gens compétents du domaine des pulsations, dit: «Ce n'est pas possible». Donc voilà, je dormais mieux à partir de ce moment-là et puis très vite, en fait, le papier de Gray est tombé, n'a pas été considéré parce que, comment dire? En fait, nous, on avait déjà mesuré la forme du bissecteur dans notre technique de corrélation et on n'avait rien trouvé. On avait aussi mesuré en photométrie à la CIA s'il y avait des changements de luminosité de 51 Pégase, il n'y avait rien. Donc après très vite, on a accumulé un nombre d'observations qui montraient que ce n'était pas possible, voilà. Et puis du reste, une année après, il le retirait. Il retirait son papier. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire, il l'a rétracté juste un an après. Donc la conclusion, c'est que tu n'écoutes pas les théoriciens quand ils te disent qu'un Jupiter doit être loin, mais tu les écoutes quand ils te parlent des modes de pulsation, Exactement. De toute façon, les théoriciens sont les premiers à apprécier normalement, si ce sont des vrais théoriciens, à apprécier quand leurs prédictions se confrontent aux observations, quitte à ce qu'elles les contredisent, hein. Ça Oui, leur tout à donne fait. matière Oui. à penser et à continuer. Mon passé de théoricien fait que je n'ai aucun mépris pour les théoriciens, soit Ah, vrai je contre sais bien, je sais bien. Non et c'est important, une découverte, comme on dit, les découvertes extraordinaires, demandent, des preuves extraordinaires, donc tout outil de contestation fait réfléchir.
Et après, il est intéressant, qu'il confirme ou qu'il infirme la théorie qui a été avancée ou l'observation. Donc c'était hyper intéressant. Donc toujours, en se replaçant à cette époque-là où, bon, certains sont convaincus, mais c'est quand même des objets assez extraordinaires que ces Jupiter chauds, tellement différents de ce qu'on a dans le système solaire et de ce qu'on attendait. Et puis, en 1999, alors qu'on a, une poignée, justement, je crois une dizaine à peu près de Jupiter chauds découverts par vitesse radiale, la première d'entre elles a la bonne idée de passer, devant le disque de son étoile et de faire, ce qui était attendu et recherché, le premier transit d'une exoplanète. Et donc, comment dire? Pour la première fois, on avait une exoplanète qui était détectée par 2 méthodes indépendantes, qui donnaient les mêmes choses, qui se comportaient comme on l'avait prévu, l'un par rapport à l'autre, qui d'une certaine façon enfonçaient le clou de la réalité de ces objets. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu suivais cette recherche des transits à ce moment-là? Est-ce que c'est venu comme, ouais, voilà, quels sont tes souvenirs un petit peu de cette découverte du premier transit? Alors, on avait cherché déjà même pour 51 Pégase, on avait déjà suivi avec un petit télescope de 70 centimètres à la CIA, on avait fait un suivi photométrique pour voir si par hasard il y avait un transit. Donc l'idée d'un transit quand la planète est si proche de l'étoile était déjà dans l'air depuis fort longtemps. Et puis arrive en 99 la découverte un nouveau Jupiter chaud qui a une période de 3,5 jours, donc est encore un peu plus proche de l'étoile. Donc on réactive exactement la même chose, la recherche de d'un transit possible. À ce moment-là, pour d'autres raisons, on s'était mis à collaborer avec des collègues américains et on leur envoie l'éphéméride, c'est-à-dire en gros le moment auquel éventuellement il peut y avoir le transit. Et du reste, c'est une chose que j'aime bien rappeler, c'est que c'est Tim Brown à Boulder, aux États-Unis, avec un télescope d'amateur dans son garage, un télescope de 10 centimètres, qu'il le pointe sur l'objet considéré et à l'heure voulue exactement, la luminosité baisse de presque 2%. Donc, comment dire, ça a été obtenu par, enfin, c'est un professionnel, Tim Brown, un collègue, mais avec un petit télescope qu'il avait pour son plaisir, qu'il avait dans son garage, qui fait cette mesure. Et à ce moment-là, pour différentes raisons, les données ne sont pas analysées tout de suite. Et après, on a une compétition rude avec le groupe de Californie qui, en novembre, donc 2 mois plus tard, découvre l'ingress, c'est-à-dire l'entrée dans le transit. À ce moment-là, il y a des contacts qui s'établissent entre Brown et Marcy et comment dire, les 2 groupes courent pour être les premiers à annoncer la donnée. Nous, on a 2 superbes transits faits le 9 et 16 septembre et eux ont l'ingress fait en novembre et donc ça, c'est le démarrage de cette période de folie des transits. Et comme nous, on a les 2 transits complets, on a donc le contraste et cetera, ça nous permet de mesurer la taille relative de la planète versus de l'étoile. Et ça, comment dire, la probabilité qu'un événement apparaisse pour les Jupiters chauds, c'est quelques pourcents. Donc c'est pas fréquent, mais c'est quand même pas rare, c'est comme ça et c'est tout d'un coup, c'est un domaine énorme qui se développe. D'une part avec le satellite COROT, petit satellite, développé par le CNES, le Centre national d'études spatiales français, qui arrive à détecter plusieurs planètes en transit, dont la première rocheuse aussi, Corot 7, qui est une planète rocheuse. Et puis après, évidemment, la fantastique comment dire, moisson extraordinaire de Kepler, qui arrive avec des milliers de systèmes planétaires en transit, qui, comment dire, est une mine d'objets de découverte, y compris des transits d'objets qui sont de taille plus petite que la Terre. Donc il y a des planètes rocheuses comme Mars, par exemple, qui sont déjà accessibles par la méthode des transits. Et actuellement, vous avez donc Corot, Kepler, TESS, Khéops, bientôt Plateau. C'est une suite de missions spatiales qui explorent cette possibilité,
qui est d'une grande, grande richesse. Et pour revenir à 51 Pégasi B en particulier, alors, 20 ans après la découverte, donc, en 2013 puis en 2017, il y a eu des observations spectroscopiques à nouveau qui sont sorties et qui ont été étudiées et qui ont permis de déterminer les caractéristiques physiques, du système, donc de l'orbite, de l'orientation et cetera et d'autre part qui ont fait une étude des molécules, sur la planète. Et ça, c'est un résultat qui a dû te marquer aussi, non? D'avoir davantage d'informations, de contraindre les informations qu'on avait sur ta découverte? Oui, c'est aussi un sous-produit merveilleux de la technique de corrélation. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas assez de photons pour détecter une transition atomique. Par contre, quand on utilise intelligemment la méthode de corrélation, et en particulier par ces gens-là qui font ces lectures dans l'infrarouge, eh bien, on arrive à sortir des merveilles et en particulier, quand on voit les variations des transitions de la planète, eh bien, on en arrive à déterminer l'inclinaison orbitale, donc réellement la masse de du compagnon de 51 Pégase. C'est une merveille comme ça se fait, qu'on va dire, et le groupe des Hollandais qui font ça, c'est incroyable le nombre de choses exceptionnelles qu'ils ont pu obtenir dans le domaine spectral par cette technique. Oui, c'est assez fou. Moi, j'avoue que ça fait partie des choses qui m'ont vraiment émerveillé, que j'avais pas vu venir, dans ce champ-là, ces techniques d'autocorrélation, et c'est pas forcément des techniques faciles à expliquer parce qu'on n'a pas grand-chose à montrer parce que comme tu le dis, le spectre ne ressemble à rien. On a un spectre qui a une résolution spectrale immense, c'est-à-dire qu'on a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de canaux dans lequel chacun le bruit domine, mais par des ordres de grandeur par rapport au signal. Mais mis tout ça ensemble, on peut sortir la détection d'une molécule et la vitesse, à laquelle on a besoin de décaler le spectre pour matcher avec cette molécule et donc en observant la vapeur d'eau, indirectement, on en déduit toute l'orientation de ce fameux système de 51 Peg B et du coup sa masse qui fait à peu près la moitié de la masse de Jupiter. Du reste, cette observation, elle a été importante pour convaincre les derniers sceptiques que oui, c'était vraiment une planète géante gazeuse. Je me rappelle d'avoir fait une conférence à Montréal juste après, et là, un astronome célèbre canadien est venu vers moi et m'a dit: «J'ai enfin été convaincu». Et c'était 5 ans après la découverte, eh bien, il avouait qu'il n'y croyait pas avant. Elle Et voulait donc vraiment être une planète 51 ouais. Pégasi. Elle a résisté à toutes les autres, identifications. Elle voulait vraiment rester planète géante. Elle a apporté toutes les preuves dont on avait besoin, même aux plus sceptiques, c'est beau. Et ça ouvre peut-être, la discussion sur un autre point qu'on pouvait aborder aujourd'hui, c'est le fait que 51 Pégase, c'est pas la première planète qu'on a trouvée, mais que les premières planètes, elles sont ces fameuses planètes qui tournent autour d'une étoile à neutrons, qui ont été découvertes par Alex Volkshan avec le radiotélescope d'Arecibo. En gros, c'est une autre technique. Le phénomène de l'étoile à neutrons, quand elle s'éloigne ou se rapproche de nous parce qu'elle tourne autour du centre de gravité d'un système, eh bien, le faisceau issu de l'étoile à neutrons est des fois en avance ou un peu en retard par rapport à une horloge parfaite. Et ce phénomène est incroyablement petit, comme ça, et ça, c'est tout le crédit et le mérite d'Alex Volkswagen d'avoir pu mettre en évidence ce signal. Non seulement il y en avait un, mais il y en avait 2, 60 jours environ et 90 jours. Et alors, où ce qui est encore plus fabuleux, moi, je trouve au niveau de l'évolution des idées, c'est qu'il avait le même problème que nous, à savoir du doute. D'autant plus qu'il y avait un premier objet qui avait été rétracté peu de temps avant, dans le domaine des étoiles à neutrons. Et donc, il devait convaincre les gens. Et 2 ans après, ils arrivent avec un papier qui est merveilleux. S'il y a 2 planètes qui sont à 60 et 90 jours, elles doivent légèrement interagir et il doit y avoir des changements de période observés dans ces 2 planètes. Et ce phénomène-là est cette interaction entre les 2 planètes, eh bien, cette perturbation est détectée et apporte la preuve absolument définitive
que réellement, c'est 2 objets qui tournent autour de l'étoile à neutrons. Superbe, superbe travail. Alors maintenant, comment le situer par rapport à toutes ces 5000 planètes qui sont découvertes? Ben, elles ont une particularité, c'est qu'elles tournent parfaitement sur des cercles ou quasiment parfaitement autour de l'étoile à neutrons. Tout près, 60 jours, 90 jours, sont très près. Donc, si l'étoile a explosé en perdant une fraction énorme de sa masse sous forme d'explosion, c'est impossible que ces 2 objets se trouvent aujourd'hui et préexistaient à ce moment-là et terminent actuellement avec des orbites circulaires. C'est évident que si vous changez la masse, brutalement au centre, elle devrait avoir des orbites elliptiques ou n'être plus liée à l'étoile. Donc, on est face à un autre problème. Ça veut dire que ces 2 objets-là, et il y en a un troisième qui a été découvert après, eh bien, sont des objets de 2e génération. On entre dans un tout autre problème. Comment former? Quels sont les scénarios pour former des planètes après l'explosion de l'étoile qui a donné l'étoile à neutrons? Superbe découverte qui a été obtenue à Arecibo et j'ai eu le plaisir énorme d'aller avec Alex, Volkshan au secondaire d'Arecibo, le 20e anniversaire de cette découverte, juste avant que tout collapse. Oui, Ah oui. ça c'est la tristesse, Oui. d'Arecibo, feu, Arecibo. Oui, alors je sais pas si tu sais Michel, mais il y a du temps qui a été donné au James Webb. Je ne sais pas si l'observation a été faite pour tenter, de faire un spectre de transit. Alors, qu'est-ce qu'un transit quand on est dans ces circonstances-là? D'une des planètes autour de pulsars. Alors je ne Heu, savais pas du tout qu'il y avait cette ouais, une observation. planète autour de pulsars qui est de masse de Jupiter environ. Alors je sais pas quel est le je veux pas dire peut-être je dis des bêtises sur l'idée de transit parce que bien sûr si c'est une planète géante au sens où on l'entend gazeuse, ce qui est sûrement pas le cas, hein, vu si l'objet s'est formé après. Mais en tout cas, on pourrait très bien avoir la planète immensément plus grande, bien sûr que l'étoile à neutrons au centre. En tout cas, je suis curieux de voir, ce que donne ça. Et je crois d'ailleurs que c'est toi Michel, une fois, qui m'expliquait que ces recherches sur le chronométrage de pulsars qui ont révélé les premières planètes et hélas, qui ont été entachées par une erreur au départ, par une première détection qui était juste un problème d'analyse et qui a peut-être un peu jeté le discrédit. Mais je crois que c'est toi qui m'avais expliqué que c'était rendu possible par le fait qu'à cette époque-là, Arecibo était en travaux et n'avait pas les capacités de pointage habituelles, était en recherche de projets qui, grosso modo, pouvaient plus ou moins observer un peu tout ce qui passait devant avec un très, très peu de pointage et que donc il y a eu cette espèce de période, où les données ont pu être accumulées et qui ne s'est pas forcément, reproduite après. C'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'est parce qu'il y avait des travaux de maintenance sur le secondaire, qu'il fallait avoir des programmes qui puissent se faire nuit après nuit sans changer la position, comme ça. Et Alex Boltzmann a eu l'idée de proposer ce projet et il a pu obtenir énormément de temps pour le suivi, qu'il n'aurait peut-être pas obtenu si l'instrument avait été en parfait état. Et c'est une très bonne, comment dire, utilisation de cette période-là. Par ailleurs, moi, j'étais dans l'assemblée générale de l'Union mondiale astronomique quand, je ne sais plus son nom, la première annonce du pulsar potentiellement avec une planète avait été annoncée et comment dire, c'était une planète qui était presque à 6 mois et il y avait eu quelqu'un dans l'audience qui avait dit: «Mais ça ne vous gêne pas que ce soit, une période déjà si proche de 6 mois?» Et puis là, l'idée était de dire: «Non, voilà, ça apparemment on a tout vérifié, c'est correct et tout». Et puis, peu de temps après, il y avait l'annonce d'une nouvelle conférence sur les planètes dans les pulsars et là, cet astronome arrive et il est invité, évidemment, invité d'honneur et tout et avec un énorme courage et rectitude scientifique, il accepte de venir et il dit: «Je me suis trompé», C'est bien. comme ça. Et c'était à la même conférence que Wolfson arrive et dit: «Moi, j'en ai découvert» et c'est terrifiant parce que Oui. les regards ironiques des collègues qui disent: «On attend 6 mois». Ouais. Mais par ailleurs, je trouve c'est admirable, l'attitude qu'a eu,
le découvert de la première fausse planète qui était très bien, son attitude était correcte. À la fois d'avoir justifié ils pensaient avoir tout vérifié et que c'était pas vrai et ensuite rectifier, c'est une belle démarche Et si je me scientifique. rappelle bien, l'explication est extrêmement simple, pourquoi il y a eu une erreur. C'est que les coordonnées du pulsar étaient légèrement erronées et donc quand vous corrigez de l'effet de projection dans la direction de la Terre, vous avez une correction qui est légèrement fausse puisqu'évidemment la direction de l'objet, est importante quand vous corrigez des mouvements de la Terre. Et donc si c'est une correction minime, minime, ça induit un signal minime, minime qui est comme une planète. Et c'est comment dire, c'est vraiment une et on ne corrige pas à la 18e décimale pour être sûr que tout est parfait. En tout cas, la nature crée des planètes, dans une diversité assez incroyable et bien au-delà de ce qu'on a dans le système solaire. Bon, ça, c'est la grande découverte. En fait, Oui. si on regarde avec un peu a posteriori, bon, il y a la découverte, je dirais l'aspect philosophique. Oui, on découvre des planètes, 151 Pégase. Deuxièmement, on découvre le phénomène de la migration orbitale qui était connu théoriquement, mais qui n'était pas mis en évidence et on n'en tenait pas compte dans les scénarios de formation planétaire. Et la troisième chose qui a émergé de tous ces 25 dernières années, c'est la découverte de la diversité. La diversité des planètes, c'est gigantesque. De découvrir des planètes de lave, des planètes océans, enfin, c'est cette, diversité des systèmes, de les hiérarchies, mais aussi de la composition attendue de ces planètes. Un énorme domaine et aussi un des jolis sujets. On les voit toujours pas, mais on date leur masse, leur dimension, leur température par code l'infrarouge lors de transit, mais aussi on découvre d'autres choses. Par exemple, l'inclinaison du plan orbital de la planète par rapport à la rotation de l'étoile. Fabuleux. Et on découvre des planètes rétrogrades. Donc, ça montre que rien que dans le domaine de comprendre les mécanismes de formation et d'évolution des systèmes planétaires, c'est quand même un sujet assez fascinant. Oui. Et si on fait un saut dans le temps par rapport à ta découverte, avec Didier Queloz de 1995. En 2019, tu as donc eu le prix Nobel de physique. Vous avez eu ensemble le prix Nobel de physique. Pour l'anecdote uniquement, pas de science dans cette question. Comment est-ce que tu l'as appris? Comment ça a été annoncé à toi spécifiquement et ensuite à la communauté? Comment tu as vécu cet événement? Alors, je savais depuis fort longtemps qu'on était nominé. Ça veut dire qu'on était proposé, je crois déjà après 1 année ou 2 après la découverte. Mais comme on sait, c'est que les prix Nobel sont donnés en général plusieurs décennies après la découverte. Donc Oui, pour éviter notre des problème était devenir détournements des vieux. découvertes. Voilà, au mieux, l'hypothèse optimiste. C'est un problème et c'est bien Voilà, aussi. On se le souhaite tous. et donc, comment dire? À part ça, il faut se rappeler une chose, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui sont nominées chaque année pour chaque domaine des Nobel. Donc voilà, ça c'est vrai. Alors après on a vécu cette excitation tout d'un coup au mois d'octobre, il y avait des journalistes qui voulaient avoir une photo prête, enfin voilà, et cetera. Savoir où on était le jour de l'annonce, enfin voilà. Résultat, ça c'est une décision avec mon épouse, on n'en tient pas compte, on part en vacances, on fait ce qu'on veut, mais on ne veut absolument rien savoir de tout ça. Ça viendra, ça viendra. Et donc, alors en 99, qu'est-ce que je faisais? Je faisais du babysitting en Espagne. Voilà, et je ne voulais pas de téléphone portable, je n'avais pas de téléphone En portable. 2019, tu veux En dire? En 2019, j'avais 2019. pas de téléphone Ah portable. oui. J'étais à San Sebastian en train de faire du babysitting avec mes petits-enfants qui étaient là-bas. Et en fait, on avait fini notre séjour, on quittait San Sebastian quand à ce moment-là, on était prêt un peu trop tôt par rapport à l'avion. J'ai enclenché quand même le site du Nobel et je suis arrivé exactement au moment où le secrétaire de l'académie annonçait: «Le prix de Nobel de physique est donné à des gens qui ont amélioré notre connaissance du cosmos». Bon, c'est intéressant
Et il a dit: «Le professeur Jim Peebles pour ses découvertes fondamentales en cosmologie». Je me suis dit: «Bon, ben, un nouveau cosmologiste de plus dans les prix Nobel», comme ça. Et à ce moment-là, il a dit: «Et la deuxième partie est donnée pour la découverte des exoplanètes». Donc voilà, ouf, voilà, intéressant. Mais c'était le moment de partir pour prendre mon bus pour aller à l'aéroport et j'ai pas eu la suite. Et c'est seulement au bar de l'aéroport que j'ai été recontacté par la Nobel, le site Nobel, pour me dire: «On aimerait une première réaction à chaud de ce que vous faites», comme ça. Et donc il y a une photo que mon épouse a prise, que je n'avais pas vu qu'elle prenait, où je suis affalé sur mon téléphone portable dans le bar de l'aéroport, et toutes les 5 secondes, il y avait un bing, bing, bing. C'était tous les emails qui arrivaient de collègues, d'amis, et cetera. Mais j'avais rien appris avant, pas du tout. Ah bah, c'est incroyable ça, c'est une belle annonce. Lors de cette fameuse cérémonie, Nobel, outre bien sûr tout l'aspect sur les exoplanètes, les gens ont retenu de ton intervention un message, sur l'environnement et qui a semblé important à beaucoup, de collègues et beaucoup de gens qui s'intéressent aux sciences, qui était ce message de dire, «OK, on s'intéresse aux exoplanètes, mais on s'intéresse avant tout à notre planète et il n'y a pas de planète B, on ne fait pas ça pour déménager, on ne fait pas ça parce qu'on se détourne de notre monde». Est-ce que tu veux commenter un peu là-dessus? J'ai un collègue, que tu connais sûrement et qui a été intervenu, dans ce podcast, Martin Turbet. Il a souvent un t-shirt avec marqué «There is no planet B». Oui, oui, exact. Oui, c'est un thème qui me tient très à cœur parce que, comment dire? Le fait, la recherche des exoplanètes, la compréhension de la formation des systèmes planétaires, de la Terre en particulier, se justifie par elle-même et non pas, comme certains tentent à vouloir le dire, comme une possibilité d'émigration. C'est-à-dire que je reprends toujours mon même petit exemple. L'homme est allé il y a 50 ans sur la Lune en 3 jours. La lumière met 1 seconde. Et maintenant, imaginons qu'on ait une chance incroyable de découvrir une planète analogue à la Terre, avec la bonne température, avec tout ce qu'il faut, à 30 années-lumière. Eh bien, 30 années, c'est déjà 1 milliard de secondes. C'est déjà 1 000 millions de fois plus loin que la Lune. Et donc, actuellement, il n'y a aucune possibilité technique de pouvoir faire un tel voyage, indépendamment de la durée. Comme ça. Donc, alors évidemment, les optimistes disent: «Oui, mais il suffit d'accélérer». Mais si tout le monde sait, quand vous accélérez, bah, vous consommez de l'énergie pour augmenter votre énergie cinétique. Et donc, c'est pas le but de gagner un facteur 2. Quand vous voulez gagner un facteur pour être proche de la vitesse de la lumière, ce qui prendra déjà quand même 30 ans, plus l'accélération et la décélération, hein. Donc, de toute manière, même en étant les choses au mieux, c'est de l'ordre du siècle, et vous avez où la prenez où cette énergie? Ce n'est pas possible. Alors après, il y a les gens qui disent: «Oui, mais on ne connaît pas tout en physique». Bon, argument que je ne peux pas contester comme ça, mais comment dire? On a quand même un arsenal de physique qui fait que c'est pas si facile d'imaginer comment on va accélérer, gratuitement, enfin, Mmh. pour aller là-bas. Et on peut pas se baser sur des découvertes qu'on n'a pas encore faites. Non. Exactement. Et puis même si on a cette forme d'optimisme, qu'on qu'il est autorisé de se dire que qui sait ce que nous offrent, les sciences et les technologies dans le futur et peut-être nous donneront-elles accès, aux exoplanètes. Ce qui est clair, c'est que l'urgence environnementale se passe à des échelles de temps, elles, beaucoup plus courtes. Donc à la limite, l'humanité qui se verra offrir les étoiles sera l'humanité qui aura bien su gérer son environnement. Donc en fait, les 2 vont de pair aussi. C'est-à-dire que même si on a envie de voir, l'exploration du cosmos à un horizon comme ça très, science-fictionnel, en se disant on enverra des sondes, voir des humains, partout dans le cosmos, mais ça se passera que si on a réussi à vivre avec notre environnement. C'est tout à fait, c'est évident. Et comment dire? Je reconnais que je peux avoir une certaine ressentir une certaine irritation quand on me dit: «On va d'abord à Mars pour être une sorte de 1er pas pour aller plus loin». Non, comment dire? C'est de la science-fiction, c'est très bien, la science-fiction, mais c'est pas de la physique.
Oui et puis aller vers Mars, il faut avoir un objectif, qui se place dans un cadre scientifique global. Les gens qui nous disent, éventuellement, «Mais vous regardez les exoplanètes, il faudrait regarder d'abord notre propre monde», mais on le fait bien sûr, la science, elle le fait d'une façon globale, elle s'intéresse à l'univers dans sa globalité, elle fait pas des compartimentations comme ça qui nous mèneraient dans l'impasse. Donc aller sur Mars, explorer Mars, ben, on le fait avec des objectifs scientifiques. L'idée d'y aller juste pour montrer qu'on en est capable à coup de dépenses fabuleuses, d'énergie considérable, de ressources inouïes, juste pour dire qu'on peut y aller et qu'on peut faire survivre 3 individus là-bas, si on y arrive, ça n'a guère de sens par rapport aux enjeux, aux priorités, enfin, excuse-moi, je ne fais que Mais redire, hein, tout ce je que me tu peux dire, régale hein. parce que j'adhère totalement à ce que tu dis, oui. Mais c'est vrai que dans l'enthousiasme des gens qui s'intéressent à l'astrophysique, on peut paraître parfois, rébarbatif ou frustrant ou pessimiste, ou au contraire obnubilé par les astres et pas être capable de regarder notre propre monde. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que les astronomes, sont généralement extrêmement conscients des problèmes environnementaux et très actifs sur la question, ne serait-ce qu'en termes de communication. En tout cas, ton message, je pense, est bien passé lors des Nobel et j'imagine que tu as eu beaucoup de retours là-dessus, sur ce «Il Oui, n'y a pas de planète B». oui, j'ai eu évidemment la majorité des retours positifs, mais j'ai eu un retour récemment, quelqu'un qui me dit: «Oui, mais si on ne peut pas y aller, à quoi ça sert de chercher ces planètes? Pourquoi chercher des exoplanètes si de toute manière on ne pourra jamais y aller?» Et comment dire? J'avoue que je suis atterré face à une telle attitude, parce que si on pense que la curiosité humaine se limite uniquement à ce qui est utile, c'est d'une tristesse pas possible. Parce que vous pouvez prendre dans toute la recherche scientifique, mais ça, pourquoi aller chercher des dons d'il y a 1 000 000 d'années en Afrique de l'Est plutôt, pour savoir l'évolution de l'homme, des vieux, ancêtres, africains? Il y a aucune utilité. C'est pas ce bout de dung qu'on trouve dans les affaires, qui vont nous changer et ça, c'est vous pouvez l'étendre à quasiment la totalité de la recherche scientifique, mais aussi de notre vie. Bien sûr. Si on cherche à quoi sert un opéra, à quoi sert, et cetera, c'est une vision qui me désespère d'entendre une telle question. Et en même temps, je pense que les gens qui disent ça, c'est le reflet d'un intérêt particulier qu'ils ont pour la question. Parce que, par exemple, ils vont pas nous dire ça pour l'observation des étoiles. Ils vont pas nous dire: «Pourquoi vous observez les étoiles? Ça Mmh. sert à rien», parce qu'ils pourraient dire ça pour quasiment Oui, la totalité de la science. Mais là, on touche à une autre planète, à un autre monde, à la vie. Ça vient titiller quelque chose en disant: «Mais pourquoi finalement vous regardez ça alors qu'on peut pas y aller?» Ce qui, je pense, est quand même le reflet d'un Mmh. intérêt assez particulier pour le domaine, mais qui se manifeste d'une façon un peu curieuse en disant, frustré, «Ah mais vous regardez ça, mais je peux même pas y aller». d'accord. J'espère que tu as raison. Mais oui et puis je pense qu'il y a une méconnaissance globale de ce qu'est la méthode scientifique et la recherche fondamentale. Oui. Un endroit où on peut aller, c'est l'Observatoire de Genève et Franck m'a appris avant cet entretien que l'observatoire se situe aujourd'hui au 51 chemin Pégasi et ça aussi je pense que c'est une date marquante dans une carrière, quand une route prend le nom C'est une très belle d'une, anecdote planète. parce que, l'Observatoire de Genève se situe au milieu d'une forêt. Il y a un chemin qui y mène et il y a, je ne sais pas, quelques dizaines d'années, le cadastre avait décidé de donner des numéros, mais on est seul au milieu de la forêt, hein, et donc il c'est le nom du chemin, c'est le chemin des Maillettes et ils avaient donné le numéro 51. Mais c'est complètement aberrant parce qu'il y a rien d'autre. Ah donc ça je pensais pas que c'était une vraie coïncidence, Oui, d'accord. c'était chemin des Maillettes 51. Bon, alors on en a rigolé un peu, puis voilà, et tout d'un coup, ça c'est le comment dire? Le l'étincelle de Francesco Pepe, le directeur actuel de l'observatoire. Quand il voit ça, il a demandé de changer le nom du chemin en chemin Pégasi 51. Voilà, et ça a été C'est c'était très un long beau. processus, on ne peut pas changer comme on veut le nom des routes et ça a été accepté par l'État. Et on peut voir de très belles photos de l'inauguration du panneau, Oui, sur internet. ah je savais pas.
On a partagé quelques photos avant l'enregistrement avec Franck. Et quand on va à l'Observatoire de Genève, alors tous les retours, qu'on a, c'est que c'est un lieu où, la recherche est de haut niveau, mais aussi, c'est très sympa d'y travailler. L'atmosphère est très conviviale. Est-ce qu'il y a un secret à toute cette, sympathie ambiante à l'Observatoire de Genève? C'est pas immédiat, ça se fait, c'est une longue évolution. Moi, je peux pas en parler de manière générale, mais comment dire? Ce que je sais, c'est que dans mon groupe, j'ai quand vous avez des postulations pour remplir des gens, il y a les critères objectifs du genre excellent chercheur, nombre de publications, tout ce que vous voulez, et comment dire? Il manque toujours une chose dans le CV, est-ce que c'est un emmerdeur? Et c'est rare que c'est marqué dans un CV, et en fait, J'approuve la c'est un question. paramètre fondamental parce que dans une équipe, il y en a un qui n'est pas sur la même longueur d'onde, ça crée une perte d'énergie qui était colossale, et donc après, c'est le tout de savoir essayer de recruter des collègues qui sont des gens capables de s'identifier avec le travail de notre équipe. Pour l'instant, ça marche. J'espère que ça va continuer. C'est une ambiance merveilleuse, hein. C'est vrai qu'on a une ambiance superbe, et c'est pas évident. Il y a plus de 200 personnes qui travaillent ici. Oui, oui. Alors moi, je sais que oui, je l'ai rajouté dans mon CV maintenant. Je suis un peu emmerdeur. Je l'ai mis à la fin Non, mais il y a parce que différentes faut quand variantes. même que les gens sachent, avant de s'engager sur des choses comme ça. Et je fais des lettres de recommandation sur ce sujet. Non, je rigole. Non, Alors mais si tu on a un peu fait le tour de ce qu'on voulait, sur ce quoi on aurait voulu que tu t'exprimes, donc c'est parfait, on est ravis. Si jamais tu avais en tête quelques anecdotes à partager, avec nos auditeurs, nos auditrices sur, des anecdotes d'observateurs ou de souvenirs d'astrophysiciens, peut-être qui sont pas ceux qu'on partage, le plus fréquemment, dans les articles ou dans les congrès. S'il y en a qui te viennent à l'esprit, sinon on t'embête pas plus longtemps. pendant plusieurs années, je travaillais en 2 mois par année en coupole. Donc c'est clair qu'à la fin de ma vie maintenant, je ne sais pas combien d'années que j'ai passées dans la coupole. Évidemment il y a une foison de souvenirs qui arrivent, d'autant plus qu'il y a des souvenirs qui sont, par exemple, vous êtes seul avec le télescope de 1,20 m et le spectrographe Coralie au Chili, et tout d'un coup à 2 heures du matin, ça marche mal, ça va pas. Moi, je suis pas électronicien, je suis pas, et cetera, et donc tout d'un coup, vous téléphonez à 2 heures du matin à un collègue en Suisse pour lui demander qu'est-ce qu'il pense, comme ça, pour essayer de débugger. Alors vous lui téléphonez pas, hein, vous avez un message, c'est quand même pas brutal à ce point-là. Mais comment dire? Et tout d'un coup, il réagit à 2 heures du matin pour essayer de vous aider, comme ça et comme ça. Et ça, c'est une chose qui, moi, ce que je garde de plus, un souvenir plus général, c'est le dévouement que certains collègues ont. Par exemple, Coravel au Chili, je voulais pas qu'un ingénieur ou un technicien de la CIA mette les mains dedans. J'avais peur que ça casse la stabilité de l'instrument, parce il aurait déréglé quelque chose. Alors le corollaire de ce genre de situation, c'est que quand il y a un ennui, il fallait que nous, on aille là-bas pour dépanner. C'est pas à la porte d'à côté. Un jour, je reçois un téléphone de la CIA, il y a ça qui va pas. On se retrouve à 3, 2 électroniciens et moi dans mon bureau. Elle dit: «Ouais, ça doit être ça». Et il y a un de mes jeunes électroniciens, il dit: «Oui, l'avion part à l'époque, il partait à minuit à Genève. J'ai le temps de passer chez moi chercher mon passeport», et il partait le jour même immédiatement. Voilà, et ça, c'est en permanence, j'ai des exemples comme ça. Alors, c'est des gens qui sont capables de immédiatement faire le meilleur qu'ils peuvent pour la recherche. Vous avez un autre exemple, il y a quand on a construit Élodie, le polissage du collimateur, qui était de 70 centimètres de diamètre, présentait des défauts périodiques, et il y avait une maison d'optique à Paris, celle qui a fait le polissage des 7 mètres des 8 mètres de l'ESO, avait une machine qui permettait de recorriger ces défauts.
C'est pas eux qui avaient fait Mmh. l'erreur, mais eux, ils avaient la machine pour corriger ce que les autres avaient fait faux. Et là, ils nous disent: «On a un trou dans notre calendrier. Si vous nous l'apportez vendredi, on peut mettre immédiatement la machine lundi sur pour le travail». Francesco Pepe met le miroir dans une caisse, dans son miroir, fait les papiers douaniers, part à Paris avec sa voiture, arrive trop tard le vendredi à Paris pour pouvoir le donner. L'usine est fermée, il y a qu'une personne, une grande usine, c'est une énorme usine d'optique. Il y a qu'une personne qui est encore là, le directeur, le grand directeur, et il dit: «Ouvrez la boîte». Il vérifie qu'il n'est pas cassé. Il dit: «Bon week-end, monsieur», et il rentre chez lui. Le type, il était resté pour réceptionner le miroir, juste pour vérifier qu'il n'était pas cassé. Voilà. Donc il y a des gens incroyables qui sont capables j'allais dire de gâcher leur soirée du vendredi, simplement, et c'est un type, c'est cette boîte, elle a changé plusieurs fois de nom, donc je ne vais pas vous donner le nom, mais enfin, c'est eux qui ont fait le polissage des 8 mètres, donc c'est une grande boîte d'optique comme ça. Et donc moi, je trouve que c'est merveilleux, c'est ces gens qui sont capables, comment dire? Ouais, de s'identifier avec le but de comme ça. Alors après, il y a cette grande injustice, c'est qu'il y a que 1 ou 2 noms qui restent, comment dire? Comme ça, mais il y a tous ceux qui ont été derrière et qui ont travaillé. Mmh. Alors les anecdotes de coupole, malheureusement, il y en a pas qui viennent tout de Et il y suite, en qui a? sont racontables. Oui, que oui. Comment dire? Vous êtes seul dans votre coupole et là, vous n'avez pas à faire attention à votre voisin. Donc vous pouvez mettre un requiem de Mozart à plein tube dans la salle de contrôle, comme ça, et de jouir de la musique à 2 heures du matin pendant que la pause se fait. Ouais, c'est beau. J'ai aussi des anecdotes, j'étais au Mont Wilson en pleine nuit et il y avait des animaux qui rentraient dans la salle de contrôle et notamment, je me souviens d'une biche qui n'arrivait pas à rentrer et elle voulait absolument venir voir ce qu'il se passait dans la salle de contrôle et c'était, très C'est poétique. là qu'on voit que l'astronomie est plus large que l'humain, la notion d'humain. Mmh, et c'est ce type, d'anecdote, j'étais stagiaire à ce moment-là, qui m'a fait rester en astronomie. C'est ce type d'histoire. Dis Alors donc, c'est beau là, cette biche. oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la recherche, notamment sur les exoplanètes et quel futur est-ce que tu vois dans la recherche sur les exoplanètes? Il y a tout le problème d'essayer de faire de l'imagerie des exoplanètes. Parce que, comment dire? Bon, nous, on a vécu les 25-30 dernières années une période merveilleuse qui est de défrichage de la diversité des systèmes planétaires. Maintenant, déjà depuis quelques années, on connaît une période absolument fascinante de la caractérisation des atmosphères. Et actuellement, la spectroscopie par transmission, donc on regarde les transits dans différentes couleurs pour voir, reproduire et détecter les molécules qui s'y trouvent, c'est une période qui est absolument exceptionnelle parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de photons, donc des très grands télescopes. Le James Webb Telescope, le ELT bientôt. Voilà, ça c'est la période de l'analyse des atmosphères planétaires connaît une période faste actuellement. À plus long terme, il y aura l'imagerie. L'imagerie, pas des grosses planètes qui sont loin, qui ont leur intérêt en elles-mêmes, mais l'imagerie de planètes habitables et qui plus est même éventuellement de faire de la spectroscopie. Et actuellement, il y a des projets spatiaux. Ils se feront pas, je sais pas. Par exemple, de mettre un écran qui se trouvera à plusieurs centaines de kilomètres du satellite, qui sera mis pour cacher l'étoile elle-même, pour pouvoir voir que le spectrographe qui se trouve sur le satellite puisse l'imageur plutôt, puisse voir les planètes qui se trouvent à côté. Actuellement, il y a des projets fascinants. C'est 20 ans, je sais pas, c'est pas pour demain comme ça, mais il y a tout d'un coup, on ouvre une possibilité de progrès dans ce domaine qui est absolument enthousiasmant. Oui, l'épisode 7 était consacré à ce sujet, le futur, de l'imagerie. Alors à part ça, il y a dans la théorie quand même,
on va dire, la formation planétaire, il y a encore quelques trous, hein. Comment on colle les planétésimaux pour arriver à faire, la première planète, enfin la première embryon et tout. Donc dans la théorie, il y a encore des problèmes. Les atmosphères, elles sont terriblement compliquées, ces atmosphères et tout. Elles sont très variables d'après les différents paramètres, leur histoire et tout. Donc j'ai l'impression que c'est un sujet, on n'a pas fini, hein, on n'a pas ça va nous occuper, comme je dis nous, les astronomes et les scientifiques, encore pour bien des années. Il y a un côté merveilleux. Je dirais c'est la même chose pour les ondes gravitationnelles, hein. Comment dire? Moi, Oui. j'ai eu l'occasion un peu d'assister à quelques, exposés dans le domaine, de voir les possibilités qui existent dans le développement technique des ondes gravitationnelles et actuellement déjà, je ne sais pas, 200 événements qui ont été découverts. Il y a une richesse de nouveaux domaines d'astronomie, c'est hallucinant. Et c'est très prometteur. Et le problème de l'exobiologie, oui, ben, c'est pas mon domaine, mais comment dire? Il y a aussi quelques questions qui se posent là derrière. Oui. Oui et à nouveau des questions qu'on pourra défricher, aborder, explorer avec tous ces progrès instrumentaux, si on s'en donne les moyens aussi, en termes sociétaux, en se donnant, un endroit, sain pour vivre, et on peut se poser Ah ouais. quelques questions actuellement sur les trajectoires, environnementales et géopolitiques qu'on se donne et qui sont pas du tout favorables à, l'établissement d'une science comme ça, très ouverte et voilà, j'espère que enfin voilà, je pense que c'est le moment de le rappeler parce qu'on a beaucoup de collègues, américains et on sait qu'ils subissent actuellement ce qui est en train de se passer aux États-Unis et que le reste du monde est en train de le subir aussi et que c'est vraiment Oui. orthogonal à tout ce qu'il faudrait faire et notamment tout ce qu'il faudrait faire en sciences. Mmh. Et sur le plan scientifique et sur le plan, des employés eux-mêmes, individuels, ce qu'il est en train de se passer. On peut espérer alors il y a la gravité de ces questions, mais comment dire? On peut espérer que d'ici quelques dizaines d'années, les choses seront revenues sur un bon chemin. Bah, on ne serait pas là à en discuter si on Ouais, ouais, l'espérait pas. ouais. Donc on l'espère très, très fortement et on espère que le cauchemar, va bientôt s'arrêter et qu'on va tous, justement, prendre soin de notre planète A et de ses habitants. Et ben, on te remercie infiniment, Michel. J'espère que cet épisode sera bien suivi. Merci d'avoir partagé ces connaissances, et ces expériences avec nous. J'espère seulement une chose, c'est qu'on aura l'occasion de se recroiser. Oh, ben oui, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est puis Grenoble aussi, c'est pas trop loin. Et on a du bon fromage ici aussi, hein. Bordeaux, c'est plus loin, mais moi, j'ai pas besoin de gros prétextes pour avoir envie de venir, à Genève, notamment pour rencontrer, Emmeline, qu'on remercie, qui nous a aidés à préparer ce podcast, qui a Elle est prêté pas son là, mais bureau. je mettrai. Voilà, Emmeline Bolmont qui est participé à ce podcast, je crois pour l'épisode 4 qui était dédié à l'habitabilité des planètes et donc qu'on remercie chaleureusement de nous avoir donné un coup de main technique sur ce podcast. On remercie bien sûr les auditrices et les auditeurs pour cet épisode un petit peu bonus du podcast Venu d'ailleurs. Un podcast pardon, qui est soutenu par la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science et par le réseau Recherche Impulsion Origins de l'Université de Bordeaux. Merci beaucoup et à bientôt pour une deuxième saison, même univers, même galaxie, même planète, sur le podcast Venu d'ailleurs. Merci. Bravo Michel, super.